Le premier homme assez fou pour tenter de voler dans un avion électrique était un Français, il y a 140 ans. Le principal problème à l'époque, c'est que les batteries n'étaient vraiment pas assez durables ou puissantes. Apple, Tesla, Samsung, les batteries modernes ont une durée de vie très longue. Enfin, pas tant que ça. Même la plus grosse batterie de voiture électrique ne pourrait pas maintenir un avion en l'air très longtemps. Actuellement, un demi-kilo de kérosène contient presque 60 fois plus d'énergie qu'une pile standard. Il faudrait donc un réservoir 60 fois plus gros, afin de le remplir de piles. Mais les piles sont lourdes, il faudrait donc rendre l'avion plus puissant pour supporter tout ce poids. Mais il lui faudrait alors plus de piles, donc il faudrait le faire encore plus puissant. Bref, tu vois le problème. Mais les ingénieurs travaillent sur la question. En 1973, 2 d'entre eux ont installé un moteur électrique sur un planeur et il a volé pendant 14 minutes. Ce n'était pas suffisant pour aller n'importe où, mais c'était quand même un excellent début. Quelques années plus tard, un avion a réussi à rester en l'air pendant 35 minutes. Son moteur électrique ne faisait que 3,5 chevaux et la batterie venait d'un hélicoptère Hughes 500. Cet avion était équipé de panneaux solaires, mais penses-tu qu'il pouvait vraiment le recharger en 35 minutes ? Les choses sont tout de suite plus faciles quand on parle d'avions sans pilote. La plupart du temps, ils sont beaucoup plus légers. Pas d'humains, pas de siège, pas de porte, pas de hublot, pas de fermeture éclair. Le Pathfinder de la NASA a établi un record du monde en atteignant une altitude de plus de 20 000 mètres sans moteur à réaction, ni carburant, juste avec une batterie. En 1990, le Sunseeker 1 a traversé tous les États-Unis avec un moteur électrique. Il a effectué 21 vols en 121 heures. La plupart des vols commerciaux font ce trajet en une seule fois, et cela ne leur prend que 5 heures. Après cela, la technologie a commencé à s'améliorer. C'est là qu'arriva le Solar Impulse. On dirait un nom de groupe de rock. Cet avion faisait presque la même envergure que l'Airbus A380, le plus grand avion commercial du monde. Mais son poids était plus proche de celui d'un SUV. Il était équipé d'immenses ailes bourrées de panneaux solaires. Mais cette fois, elles rechargeaient vraiment l'avion pendant le vol. Il pouvait rester en l'air pendant une très longue période et parcourir d'importantes distances. Durant son tour du monde, il a passé près de 5 jours d'affilée dans les airs et a parcouru plus de 6500 km de distance entre le Japon et Hawaï. Mais pourquoi lui a-t-il fallu tout ce temps ? Parce qu'il dépasse à peine les 70 km/h. C'est comme quand ta grand-mère conduit sur l'autoroute. La mienne a le pied lourd, ça va. Et il n'est pas facile de construire un nouvel avion. Il doit d'abord passer par un processus de certification laborieux. Chaque vis, écrou ou boulon de tout nouvel appareil doit être contrôlé pour la sécurité. Cela prend des années et de nombreux rêveurs ont fini par changer de plan. Ils prennent un modèle déjà existant, retirent le vieux moteur et le remplacent par un moteur électrique. Ces moteurs sont beaucoup plus légers et prennent moins de place, mais les lourdes batteries compensent largement la différence. Ces modèles améliorés peuvent donc décoller, mais ils ne volent ensuite que sur de courtes distances. C'est déjà bien. Les avions à réaction émettent environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an et sont des acteurs majeurs dans le réchauffement climatique. Mais la moitié des routes aériennes dans le monde font moins de 800 km. C'est donc une chose d'avoir un avion géant pouvant relier New York à Paris, mais c'est différent si on veut seulement faire le trajet New York-Washington DC ou Seattle-Vancouver. Il n'y a que quelques centaines de kilomètres, mais on utilise parfois les mêmes avions. C'est fou, ils décollent, prennent de l'altitude et entament immédiatement leur descente. Cela revient à aller relever ton courrier en conduisant un tank. Chaque heure passée dans les airs coûte des milliers de dollars aux compagnies aériennes et renvoie énormément de CO2 dans l'atmosphère. Alors, allons-y. Première étape, remplacer les avions consommant du carburant par des avions électriques. Ce sera moins cher pour tout le monde, plus silencieux et plus propre. C'est fait. Il y a un seul problème. Les avions électriques ne peuvent embarquer que 2 passagers maximum, le pilote et le copilote. Il faut donc en construire un en repartant de zéro. Eviation Alice. Ce pourrait être le premier avion commercial entièrement électrique, transportant 9 passagers et 2 membres d'équipage. Il ressemble à un bateau retourné et possède 3 hélices, 2 sur les ailes et une derrière sa queue en forme de V. Il est aussi long qu'un bus scolaire et aussi large qu'une limousine. Son secret, il est 2 fois plus léger qu'un bus. Cela demande moins de puissance au moteur et ça lui permet de faire de plus longs vols.
Il est fait de matériaux composites, ce qui désigne des choses qui ne sont pas en métal. En gros, c'est avec ça qu'on fait certains bateaux, et ces batteries représentent 60% de son poids. Elles sont partout, dans les ailes, dans la queue, dans le bec, alouette. Je plaisante. Alice a une portée maximale de 1000 km. Cela correspond à un aller-retour entre Los Angeles et Las Vegas, puis encore un retour à Vegas. Sa vitesse de croisière n'est que de 440 km/h, soit beaucoup plus lent que les avions standards. Mais le principal avantage d'Alice, c'est son coût. Une heure de vol ne coûte que $200 à la compagnie aérienne. C'est bien moins que les petits jets que les millionnaires utilisent pour partir en week-end. Qu'attend-on pour commercialiser Eviation alors? Il lui faut surtout des infrastructures. Mais ce n'est pas un si gros problème. Il y a près de 20 000 aéroports rien qu'aux États-Unis. La plupart d'entre eux sont inutilisés parce qu'ils sont trop chers à exploiter ou parce qu'aucune compagnie aérienne ne veut se donner la peine de s'y rendre. Mais Alice est beaucoup moins chère à entretenir et elle fait beaucoup moins de bruit. Imagine un peu l'aéroport du futur, petit, élégant, silencieux et propre. Les ingénieurs veulent recharger Alice à l'aide de chargeurs mobiles, comme une version électrique de ces camions à fioul que l'on voit dans les aéroports. Pour un vol d'1 heure, Alice a besoin de faire le plein d'énergie pendant 30 minutes. Ça paraît peu comme ça, mais imagine d'avoir à faire un vol de 14 heures dans cet avion. Tu devrais attendre à la porte d'embarquement pendant 7 heures. Alice coûte $800 par heure de moins que les autres avions, mais l'avion lui-même coûte assez cher, environ 4 millions de dollars. Mais ce n'est qu'à peine plus que pour un jet privé. Alice s'apprête à faire un vol entièrement certifié en 2022. Cela signifie qu'il ne faudra attendre que quelques années avant que les vols régionaux ne deviennent électriques, du moins certains d'entre eux. Mais si les avions électriques veulent entrer dans la cour des grands, il faut encore résoudre ce bon vieux problème, celui des batteries. Les batteries lithium-ion modernes posent de sérieux problèmes. Elles sont inflammables, elles perdent leur capacité de charge un peu plus à chaque nouvelle recharge et le froid qui les affecte les rend moins performantes. La prochaine génération de batteries sera donc celle des batteries au lithium-soufre. Elles sont plus puissantes et plus propres pour l'environnement, mais leur principal inconvénient est qu'elles s'usent rapidement. C'est pourquoi les scientifiques étudient d'autres technologies afin de progresser. Les avions hybrides pourraient bien représenter l'avenir. C'est ce que font de plus en plus les voitures aujourd'hui, moitié essence, moitié électrique. Les avions seront probablement pareils. Il existe déjà des avions légers à 2 places qui utilisent un moteur hybride. L'avion décolle silencieusement grâce à l'énergie stockée dans ses batteries. Et une fois dans les airs, il utilise le carburant. Certains moteurs rechargent leur batterie pendant qu'ils fonctionnent, un peu comme une batterie de voiture. Les avions électriques ne sont pas la seule voie de l'avenir. Certaines entreprises travaillent sur des avions à biocarburant fonctionnant à enfin un truc avec de l'huile végétale. Mais ces avions sont plutôt petits. La prochaine grande menace pour l'industrie aérienne sera probablement les avions sans pilote. Les ordinateurs font déjà beaucoup de choses. Et concernant les vols long courriers, la plupart le font déjà en pilote automatique. Même s'il est assez effrayant d'imaginer qu'il n'y a personne là-haut pour piloter ton avion, sache que la plupart des accidents sont causés par des erreurs humaines. Donc pas d'humains, pas d'erreurs. La plupart des passagers disent ne pas aimer cette idée, mais cela changera probablement. Je me demande s'il y aura des robots hôtesses de l'air ou si de minuscules drones nous serviront des boissons en volant. Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie? Non? Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de 2 mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cette énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire.
Il a donc ouvert le placard et en a sorti 2 vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Pan Am 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de 3 heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Pan Am 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion, ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'il survolait l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre, car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux, avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. « Où sommes-nous » L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. « Nous sommes le vol Pan Am 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. » L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. Que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 km de sa destination ? Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit « Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ?» Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. « Oh non, Jimmy, où sommes-nous ? Non, ne vous approchez pas, partons d'ici tout de suite !» Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Pan Am 914 a augmenté sa vitesse et a décollé. L'aiguilleur a essayé de l'arrêter, mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là, sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois, mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Pan Am 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. 2 ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin et Santiago Airlines a cessé ses activités.
Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état, sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Panam 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque 1 an. Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires, mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé 2 articles et a tout compris. Exactement, la solution était là, juste devant ses yeux. Les 2 histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleur qui communiquait avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée, le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. 100 passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. 1 minute plus tard, il a répondu « Oui ». Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord, pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable, mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait. Pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo.